Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Les avis divergent parce qu'on n'arrive pas à avoir des chiffres réels. Il n'y a pas de transparence encore dans notre économie en termes de résultats des entreprises. Les résultats des entreprises ne sont pas publiés. On a mis au point un système au niveau du Centre national du registre de commerce qui normalement devrait fonctionner puisque toute entreprise publique ou privée doit déposer ses bilans en juin ou juillet de l'année N, pour l'année N, l'année N plus 1, dans 5-6 mois après. En fait, si le registre de commerce pouvait être exploité, on a déjà une source fiable puisque ce sont des bilans agréés par les commissaires aux comptes, y compris pour les SARL. Oui, mais ça ne nous donnera pas les volumes de production. Ça nous donne déjà la valeur ajoutée du secteur, et les chiffres d'affaires et la masse salariale et les investissements, les immobilisations. On a déjà les données macroéconomiques qu'on peut retirer, qui peuvent nous donner des indicateurs fiables et qui, suivis ou traqués régulièrement, nous permettraient d'avoir une évolution et une vision de l'évolution. Alors il y a un chiffre, 380 000 travailleurs employés dans le secteur industriel public. C'est le chiffre que j'ai trouvé. Mais en fait, est-ce qu'il est fiable ? Est-ce qu'il y a aujourd'hui 300, 400 ou 450 entreprises publiques encore en l'état d'existence? Si on calcule le nombre d'entreprises publiques attribuées au nouveau groupe industriel, plus les 3 ou 4 entreprises telles que les entreprises régionales des zones industrielles et l'écofinance, puis peut-être l'OAIC. Je crois que l'OAIC a été ramené aussi dans le groupe agro-industrie. Donc, il faut, je pense, attendre quelques semaines peut-être. Alors, vous avez l'air sceptique, vous pensez qu'il y en a plus ou vous pensez qu'il y en a moins? Je vous assure que ce chiffre-là n'est pas important pour moi aujourd'hui. Je vais vous dire pourquoi il pourrait être important, M. Amrani. On a injecté, on a décidé, en accompagnement de cette nouvelle organisation, de recapitaliser les entreprises publiques de ce secteur. Alors, s'il y a 1 million de travailleurs, ça peut faire sens. S'il y en a beaucoup moins, on peut se poser la question de savoir si ça vaut la peine. Moi, ce que j'aimerais connaître, la chose la plus importante, est-ce que ces entreprises publiques ont gardé une partie de leur potentiel réel qui leur permettent de rebondir, de redémarrer dans la croissance? Est-ce qu'il n'y a que les infrastructures ou est-ce qu'il y a Parce que l'industrie, ce n'est pas seulement des machines et des bâtiments et un marché. C'est aussi un collectif, une formation, une culture et une compétence collective. Et c'est ces collectifs qui permettent de produire de la richesse. Et à ce moment-là, est-ce que ces collectifs qui étaient compétents, qui savaient produire un camion ou un téléviseur ou un central téléphonique, est-ce qu'aujourd'hui, ils existent? Est-ce que cette formation collective est là? Je retourne la question. Est-ce qu'ils existent? Et c'est la question que je me pose, moi, parce qu'aujourd'hui, j'ai vu certaines usines. Il n'y a plus de bureau méthode. Il n'y a plus... Les systèmes de contrôle de qualité sont là. Mais il n'y a pas en amont ou en aval une organisation adéquate. Donc, c'est ça. Donc, est-ce que les diagnostics qui ont été faits pour permettre cette restructuration, est-ce que ces diagnostics sont publiables aujourd'hui? À ce jour, je n'en ai vu aucun publiable. Il faut aller par la bande récupérer un ou deux. Mais enfin, alors, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il y a une nouvelle organisation du secteur public marchand, notamment dans le secteur de l'industrie, qui a été engagée sans qu'il y ait de diagnostic sur l'échec. L'échec est là où il n'est pas là. Le problème, c'est... Ah, vous refusez de parler d'échec? Non, c'est pas que je refuse de parler d'échec. Moi, j'essaie de me transposer vers l'avenir. On va mettre 13 milliards. On va essayer de... On peut préciser de quelle monnaie il s'agit. Pour moi, M. Amrani, il s'agit de 13 milliards de dollars. Oui, c'est important de le... C'est énorme, c'est énorme. Moi, l'échec, pour moi, s'il y a échec, l'échec est total pour toute notre économie parce qu'on a compté sur le privé depuis 20 ans. On a compté sur l'investissement étranger. Et on a étranglé et essayé encore de restreindre le secteur public. On a lâché la proie pour l'ombre. Parce qu'en fait, le secteur privé productif,
Où est-il? Il est très faible, contrairement à ce qu'on croit. Les patrons qui se pavanent à la tripartite, qui ont plusieurs associations patronales, quand on gratte, en dehors des entrepreneurs de travaux publics qui sont sur les chantiers, encore ils se font déborder par les Chinois, les Espagnols, les Turcs. Mais les autres, ils sont où? Ils sont dans l'agroalimentaire, dans la pharmacie, dans la sous-traitance, Quels sont ces secteurs? Ces secteurs sont extravertis. L'agroalimentaire, les ingrédients de l'agroalimentaire, la poudre d'orange ou la poudre de fruits est importée. Tout est importé. L'emballage, non, s'il vous plaît. Ce que je veux vous dire, c'est que ce secteur privé sur lequel on a compté, il y a une déception. Parce que, et c'est normal et c'est humain, on lui ouvre les portes de l'import. Eh bien, 80 à 90% de son activité, c'est l'import. Le reste, c'est de la production parce qu'il avait déjà des installations, il faut bien les faire tourner. Est-ce que ça va nous consoler? Vous êtes en train de nous dire que le secteur privé n'a pas fait mieux que le secteur public? C'est ce que vous êtes en train de dire. Je ne suis pas un intégriste du secteur public. Moi, je suis un intégriste de l'économie algérienne, du développement industriel algérien. Moi, c'est mon pays qui m'intéresse. Et c'est l'ensemble des acteurs de mon pays. Et aujourd'hui, je peux vous dire, on a compté sur le développement du secteur privé, on a compté sur l'IDE, le résultat est faible, est très faible. On va en parler tout à l'heure. Oui, il est faible. En attendant, restons sur le secteur public industriel. La nouvelle organisation, je vous ai entendu dans un débat sur la chaîne 3 la commenter. Le ministre de tutelle, monsieur, je dis de tutelle parce que c'est quand même une tutelle, monsieur Abdeslam Bouchouerb, a annoncé une nouvelle ère. Il dit, avec cette nouvelle organisation, donc groupe industriel, c'est la fin du tutorat sur le management des entreprises publiques. Vous y croyez, vous, monsieur Amrani? Monsieur Bouchouerb est un homme politique. Il se comporte en homme politique. Donc, il ment, c'est ça? Non, il ne ment pas. Il annonce son programme. Il n'y a que ceux. Et comme dirait l'autre, les promesses ne valent que pour ceux qui les écoutent. C'est ça la politique. Aujourd'hui, lui, il est peut-être de bonne foi. Moi, je ne doute pas de ça. Mais il annonce une nouvelle organisation, comme ses prédécesseurs ont annoncé. Brahimi en 80 a annoncé une nouvelle organisation, Hamrouch en 90 a annoncé une nouvelle organisation, Ben Achnou en 95 a annoncé une nouvelle organisation, Morad Ben Achnou, Temmar a annoncé une nouvelle organisation, aujourd'hui c'est l'ère Bouchouerb, une nouvelle organisation. Donc on les a eus, mais aujourd'hui, ce ne sont pas une succession de réussites, c'est tout ce qu'on peut dire. Non, il y a des intentions. Quel est le contenu de cette nouvelle organisation? Si on peut s'arrêter 2 minutes pour essayer d'en décrypter le contenu. Le contenu, on a l'impression qu'il revient au texte de 1990, dont M. Abdellatif Ben Achnou, pour le coup, et non pas Mourad, nous disait ici même à votre place, il y a 15 jours, à Hassan et moi, que les textes n'avaient pas encore été appliqués. Les textes de l'autonomie de l'entreprise publique n'ont pas encore été appliqués. Est-ce que vous considérez que le coup d'envoi, cette fois... Je vous dis, c'est la rente. Le problème n'est pas dans l'ammoniac, chers amis. Le problème, il est dans les 4 à 5 milliards de tonnes de réserves de phosphate que nous avons. Il y a encore d'autres réserves qu'on n'arrive pas à mettre en valeur. C'est ça le problème. Dites-moi pourquoi, depuis 25 ans, on n'arrive pas à sortir le triple concentré de phosphate. Pourquoi on ne le fait pas? Alors qu'on a l'agriculture, on est l'agriculture qui consomme le moins d'engrais par hectare dans tout le pourtour méditerranéen. On a le gaz, on a le phosphate, on a l'infrastructure, on a le marché, on a les compétences. Quid de tout ça? Pourquoi à ce jour, on n'arrive pas à sortir les engrais phosphatiques, alors qu'on devrait être exportateur, on devrait concurrencer le Maroc sur le plan des engrais phosphatiques. Monsieur Amani, pour essayer d'être plus concret, donc il y a aujourd'hui un certain nombre de projets, disons, dans le domaine de la pétrochimie, disons, ce sont des accords, effectivement, avec des partenaires internationaux qui nous permettent, qui vont nous permettre d'exporter, disons, enfin de satisfaire en partie le marché local et en partie d'exporter. C'est ce qu'on nous dit. Ils sont en train d'entrer en production. Hein, c'est tout. Mais vous, d'accord, c'est une exportation de rente, c'est vrai. À partir du moment où le gaz est acheté en plus livré à un prix préférentiel. Mais vous avez réglé le problème en disant on est capable de le faire et on est capable de commercialiser. Auparavant l'ammoniac qu'on a produit, on le faisait, on le vendait
tourné. On avait 3 usines d'ammoniac. On a une seule usine d'ammoniac qui n'a pas tourné, c'est celle qu'on a faite avec les Français Technip. Ils ne maîtrisaient pas la technologie. Mais lorsqu'on a fait les usines d'ammoniac avec les Américains, elles ont marché, elles ont fonctionné, elles gagnent de l'argent. C'est tout. Donc il n'y a pas de problème à ça. Donc on n'avait pas besoin de signer ces accords-là. Mais on n'avait pas besoin de donner les usines d'ammoniac à un étranger, puisqu'elles étaient là, elles tournaient, elles étaient bien gérées, elles avaient leur marché, et elles transformaient le gaz algérien, la rente nous revenait en totalité. Mais ce sont de nouvelles usines, ça, qu'on a construit là. Non, il y avait 2 usines anciennes qui fonctionnaient. Et la nouvelle a dit que tu as Orascom, mais à qui... Là, on a dénoncé ça, nous, en son temps. Pourquoi je vais donner la rente à Orascom? Et deuxièmement, ils avaient fait encore une supercherie totale qu'on a dénoncée. Ils avaient créé une société de commercial offshore. L'usine algérienne vendait au coût de production à l'usine offshore qui, elle, revendait sur l'étranger. Vous imaginez, même la fiscalité nous truandait dans l'accord initial. On l'a dénoncé en son temps. Donc c'est une mauvaise affaire. Non, c'est une mauvaise affaire. C'est une mauvaise affaire pour l'Algérie. Dès qu'il s'agit de la rente hydrocarbures qu'on a déjà maîtrisée au cours des 30 et 40 dernières années, il n'est pas utile de faire. Si quelqu'un, un étranger, veut venir investir dans cette filière, Allah ibarak, tfaddal. Tu viens, tu t'installes, je te donne une usine offshore, je te vends le gaz à l'entrée de l'usine au prix FOB que j'exporte dans les tuberies vers le Maroc ou vers l'Espagne. Qu'est-ce qui nous reste à ce moment-là d'attractif pour attirer ces personnes? On va venir. Qu'est-ce qui nous restera pour attirer ces investissements? C'est attractif puisque vous lui donnez l'infrastructure portuaire, vous lui donnez une garantie, il a le gaz, il a le gaz au prix FOB. À l'entrée. Je parle d'un avantage qui fasse qu'on puisse être plus attractif que les Marocains, par exemple, ou les Tunisiens. Plus attractif que les Marocains ou les Tunisiens. Dès le moment où vous lui donnez le gaz au prix FOB à l'entrée de l'usine, c'est-à-dire 2 ou 3 dollars le million de mètres de BTU, il est attractif pour lui. Il a la main-d'œuvre qualifiée, il a les espaces, il a l'infrastructure pour exporter dans le port. Donc il fait ses calculs, ne vous en faites pas. Lorsqu'il fera ses calculs, il trouvera que le taux de rentabilité interne et la durée de retour d'investissement sont les plus favorables. Et il viendra. Mais si vous lui donnez le gaz au prix interne, c'est-à-dire 4 à 8 fois moins cher que le prix du marché international, l'infrastructure, tu lui permets, dans l'accord initial, tu lui permets de vendre au prix de production. Ça veut dire que l'usine ne paiera jamais, en dehors des taxes et trucs régulières, elle ne paiera jamais d'impôt sur le bénéfice. Vous imaginez? Ce sont des contrats de l'ère Tamar. Voilà, on les a dénoncés en son temps. Oui. Alors, est-ce que SIDER aussi c'était une mauvaise négociation, un mauvais partenariat? Oui, au départ, SIDER que vous connaissez très bien, monsieur. Oui, au départ, SIDER est une usine qu'on maîtrisait, un marché qu'on maîtrisait, et on avait des difficultés. On a fait le sale boulot. On a ramené le Hadjar à 8000 travailleurs. On a injecté de la maintenance. Et on investissait tous les ans 8 à 10%, pas 16 à 18% de la valeur des équipements, mais on maintenait les équipements en état de produire un tant soit peu, mais correctement. Avec le partenaire, il s'est engagé à investir, à maintenir l'outil, à former, à agrandir l'usine. Quels résultats on a eu? Quels investissements? Il a ramené à la minoire à bar qu'on avait déjà préparé. Il y avait déjà l'espace, la surface, le bâtiment. Il est venu, il a boulonné à la minoire. Il nous l'a refilé dans les coûts à 30 millions de dollars. Quand vous allez sur le marché, sur la minoire, valait 8 à 10 millions de dollars. Ça, c'est les experts qui le disent. Et je peux, moi, te dire que c'est vrai. Et donc, c'est tout ce qu'il a ramené. Il a fermé des ateliers. Il a fermé la tuberie sans soudure. Il a fermé la coquerie. Il a fermé la coquerie. Pourquoi il a fermé? Parce qu'il ne faisait pas la maintenance. Il était venu s'accaparer de la rente du marché. Elle était où, la rente? Elle est dans le marché algérien. Et même dans le marché algérien, il a pris les grands dépôts, les petits dépôts qui permettaient de vendre l'acier à travers tout le pays au même prix qu'au niveau central. Il les a pas pris. Il a pris les grands dépôts pour pouvoir ramener sa marchandise et l'entreposer, la vendre. Donc il a pris ça, il a pris le réseau. Alors la production ne s'est pas redressée. On peut dire qu'elle a baissé. Elle a baissé. Alors qu'est-ce que vous dites en tant qu'expert d'économie industrielle de l'accord qui a fait que SIDER repasse à 51%?
avec un financement public, enfin un financement bancaire, mais quelque part public parce qu'il est à taux bonifié, qu'est-ce que vous en dites? Vous dites que c'est un bon accord, vous dites qu'on pouvait aller plus loin, vous dites que c'est trop tard, vous dites qu'il y a encore un potentiel à sauver? Il n'y a pas de vision stratégique. C'est ça le problème. On ne voit pas, on n'a pas un plan stratégique de l'acier en Algérie, alors que tous les pays en ont, y compris l'Amérique. On n'a pas une vision stratégique. Aujourd'hui, vous avez un Turc, ou alhamdoulilah, Lija, À Oran. à Oran, il a mis 1 million de tonnes, il est en train de mettre 2 millions de tonnes de rats à béton. 5 privés ont acheté des laminoirs, mais ils n'ont pas installé d'acierie. Donc l'État, si vraiment on avait une stratégie, je ramène, vous installez une acierie, je vous aide, je vous donne des plans, des financements, je vous garantis, intégrez, mettez-moi ces 5 mini-sidérurgies, parce que les laminoirs sans petites acieries électriques ne sont pas rentables. Et donc il y a déjà 1 million de tonnes là chez ces 5 privés. On développe avec les Qataris. Et je ne suis pas contre les Qataris. Depuis 40 ans, ils produisent de l'acier, du rat béton avec la filière réduction directe et ils gagnent de l'argent. Casco, Qatar Steel Corporation C'est un vrai partenaire. Est un vrai partenaire. Là, Alina. Donc, mais eux aussi développent 2 millions de tonnes de rat béton. 3 millions, 1,5 million de rat béton et 500 000 tonnes de fil machine. Fil machine, c'est comme le rat béton, c'est le même produit. Et donc, le Hadjar, il va mettre $1 milliard aussi pour augmenter la quantité de rat béton. On va voir 6 à 7 millions de tonnes de rat béton pour un marché qui consomme 4,5 millions à 5 millions de tonnes de rat béton. On va exporter, monsieur Amrani. Exporter, tous nos voisins autour de nous ont des surplus. Les Espagnols, les Français, les Italiens, je ne parle pas de l'Europe centrale, je ne parle pas de la Turquie, je ne parle pas du Brésil, l'Argentine, le Mexique. Tout le monde a des surplus parce qu'avec la crise, les infrastructures, eux, ont achevé leurs grosses infrastructures. Donc vous dites que dans la filière, on va se retrouver avec des capacités excédentaires. Et parce qu'il n'y a pas de vision stratégique. Le patron de Sonatrach annonce, écoutez bien, 90 milliards d'investissements dans les 5 ans, 150 puits de forage par an. 150 puits, ça vous fait minimum 500 km de tubes sans soudure. Le rat béton vaut $400 aujourd'hui sur le marché international. Le tube sans soudure pour forer, il vaut entre 8 000 et 12 000 $ la tonne. Vous savez, vous voyez la différence. Ça fait 40 ans qu'on s'est mis à produire du tube sans soudure. On a même eu la certification API, American Petroleum Institute. On a même exporté du tube sans soudure aux États-Unis. Okay. Sider, SNS et Sider. Et aujourd'hui, on a fermé, je crois, la tuberie sans soudure. On n'a pas fait les... C'est ArcelorMittal qui l'a fermé. Bien sûr. Pour pouvoir... La première des choses que je ferai, moi j'ai 150, immédiatement le $1 milliard que j'installe une tuberie sans soudure à El Hadjar. Parce que là, il y a un marché. Il y a un marché, il y a de l'argent à gagner, il y a de la valeur ajoutée. Oh, je vends du tube à $8 000 ou $9 000 la tonne, ou il y a du rat béton à $500 la tonne. Avec le même acier. Qu'est-ce que c'est? Parce que je fais de l'acier, c'est de l'acier électrique, la fusion, la métallurgie en poche. Que je fasse ça pour du rat béton qui est de l'acier tout juste bon à ferrer les chevaux, ou que je fasse des aciers alliés pour le tube sans soudure, c'est le même process, c'est le même outil. C'est aussi l'intérêt du partenaire étranger. Pourquoi? Parce qu'on y gagne de l'argent. Pourquoi le partenaire étranger ne va pas aussi pousser dans cette direction? Le partenaire étranger, lorsqu'il a signé son accord d'achat avec Arcelor, le groupe Arcelor franco-belge luxembourgeois en 86, il lui a imposé des conditions. Et parmi les conditions, sur les complexes sidérurgiques algériens et sud-africains. Il ne doit pas devenir concurrentiel sur certaines lignes de produits. Il ne doit pas les développer. Il doit les laisser telles quelles. Résultat, on l'a dit, on l'a écrit parce que j'ai eu accès. Ça, c'est la fusion de 2006. J'ai la fusion de 2006 entre Arcelor et le groupe Mittal. On l'a dit, voilà, c'était en mai 86. Et on a eu le procès verbal de l'Assemblée générale, il est sorti. Pour qu'on vous comprenne bien, vous nous dites, bon, vous êtes spécialiste de la sidérurgie, vous avez fait une grande partie de votre carrière depuis les années 60-70 dans le domaine de la sidérurgie. Moi, j'ai l'impression que vous tenez deux discours parallèles. D'un côté, vous nous dites, les opérateurs, il faut que les opérateurs soient indépendants, il faut qu'ils soient autonomes. Vous nous dites Qatar Steel, c'est des gens sérieux. Vous nous dites, il y a un Turc, c'est un partenaire sérieux. Vous nous dites, le Hadjar, aujourd'hui, ça va vers l'autonomie de gestion, apparemment, en tout cas. Bon.
ils savent ce qu'ils font, ces gens-là. Est-ce que c'est eux qui doivent décider? Maintenant, vous nous dites, en même temps, il n'y a pas de vision stratégique de l'État. Est-ce que c'est l'État qui doit décider ou est-ce que c'est les opérateurs économiques qui doivent décider, M. Amrani? Mais l'État est régulateur, cher ami. Donc, Et il doit décider à la place des opérateurs économiques. mais ce il qu'ils doit doivent produire. travailler avec les opérateurs pour définir la meilleure stratégie de développement de la sidérurgie en Algérie, puisque c'est lui qui va mettre de l'argent là-dedans et c'est lui qui va garantir, parce que c'est des investissements très lourds et à longue portée. Il est obligé d'être présent puisqu'il donne quelque chose. En contrepartie, il faut qu'il sache où il va. Donc les opérateurs économiques se trompent. Les opérateurs mais de bien la sidérurgie se trompent. Mais ils se Ils font de trompent, et mauvais je l'ai dit, investissements. j'ai eu sur une table un débat à la radio avec le responsable de l'Hadjar qui était au téléphone. Et je lui ai tenu le même langage. Et j'étais effaré du niveau. Le niveau a baissé. Le niveau a baissé au niveau des gestionnaires qui sont face à Mittal. Nous n'avons plus les compétences qu'on avait avant. C'est une réalité. Monsieur Amrani, donc c'est difficile de faire les choses tout seul. Par exemple, Abellara, aujourd'hui, dans le compact, comme vous l'appelez, on est obligé de prendre un partenaire étranger ou de confier ça à un opérateur algérien. Un opérateur algérien aurait pu le faire. Moi, je vous Est-ce le que dis. vous pensez que le groupe Civital aurait pu être le bon acteur à Abellara, monsieur Rebrab, qu'on a reçu aussi à cette Il place? n'aurait pas été mauvais parce que j'ai discuté avec lui. Mais je vous informe que le projet actuel, nous, on l'avait mis au point avec le même partenaire étranger, je ne cite pas Danieli l'Italien, en février 1986 et on l'a présenté en conseil interministériel qui l'a rejeté. Le même projet, avec le même partenaire, les mêmes conditions, c'est-à-dire production au bout de 18 mois, atteinte des capacités au bout de 24 mois. C'est les mêmes choses qu'ils viennent de proposer aujourd'hui. 29 ans après... Monsieur Amrani, c'est un bon projet ou c'est un mauvais projet? C'est un excellent projet parce qu'il faut le faire. Oui. Il faut le faire, il faut arrêter. Parce qu'à Bellara, on peut commencer, si vous voulez, par le raw béton et le temps qu'on apprenne à bien maîtriser les process de production et passer aux produits à plus forte valeur ajoutée. Mais Al-Hajjar, ça fait 40 ans qu'on produit de la tôle, qu'on produit du tube sans soudure, qu'on produit du raw béton. Aujourd'hui, Al-Hajjar, qui est un excellent potentiel en termes d'infrastructure, vous avez le gaz, vous avez l'électricité, vous avez le traitement d'eau, vous avez la voie ferrée, 3 voies ferrées, vous avez une boucle, vous avez les sorties, les entrées, c'est-à-dire en termes de flux, entrée-sortie, Al-Hajjar peut supporter jusqu'à 25 millions de tonnes de produits. Ça veut dire qu'on peut, avec les nouvelles technologies, produire 5 millions de tonnes d'acier à Al-Hajjar. Et pourquoi on produit 300 000 tonnes alors à Al-Hajjar? Mais parce qu'on n'a pas fait les investissements qu'il faut et on a laissé le partenaire faire ce qu'il veut. Et on va les faire maintenant, les investissements, non? Eh bien, il faut des compétences, mais on ne fait pas des investissements dans le raw béton. Al-Hajjar, on fait de la forte valeur ajoutée, on fait des produits à forte valeur ajoutée. Je vous l'ai dit, il y a le marché du forage pétrolier. Donc, je fais du tube sans soudure. Je développe l'industrie automobile et je vais avoir combien? 150 plateformes pétrolières, 90 milliards de dollars d'investissement en 5 ans. Moi, je vais dire à Sonatrach, tu vas prolonger ces 90 milliards en 8 ans et ça va me permettre, moi, industrie algérienne, de te fournir toutes les plateformes de forage, tout ce qui est cuve, tout ce qui est cuve sous pression, tout ce qui est échangeur, tout ce qui est robinetterie, tout ce qui est pompe, tout ce qui est vanne, tout ce qui est tube. On a 5 usines de tuyauterie industrielle qui dorment. Je les remets en état. Et tout ça, je vais créer de l'emploi. Est-ce qu'on vous écoute quand vous proposez cela? Est-ce qu'il y a quelqu'un est-ce que vous êtes associé aux délibérations du ministère, aux réflexions? Non, on ne fait même pas appel à nous. Il y a des dizaines de gens comme nous, qui sont prêts à travailler, à se mettre au service de l'État. On est à la retraite, on est payé par l'État. Moi, je considère que vraiment, on m'a mis à la retraite à 50 ans. Donc, je suis prêt à être au service de mon pays. Je n'ai pas besoin, je suis déjà payé. Mais on ne fait pas appel à nous. Parce que nous, on a notre franc-parler, on a notre vision, et lorsque les choses sont blanches, on dit elles sont blanches. Alors, à propos de votre franc-parler et de votre vision, je peux me tromper. Alors les IDE, on a bien compris avec Hassan depuis tout à l'heure que les IDE, vous êtes un pragmatique. Les investissements directs étrangers, vous dites pas non en bloc, vous dites pas oui en bloc, vous étudiez au cas par cas, selon la filière, selon ce qu'apporte le partenaire, etc. Mais le C51-49, est-ce que vous êtes pour le C51-49 dans l'industrie partout? Mais heureusement,
Heureusement, mais pas pour la petite PMI. Pour la petite PMI, lorsqu'il s'agit par exemple de délocalisation. S'il y a des petites usines, qu'il y a des patrons qui veulent délocaliser. Et c'est possible. Et c'est possible, il y a un marché pour la délocalisation. Je ne vais pas les obliger, un patron, une entreprise familiale, à venir 51-49 et donner son secret familial. Là, c'est pas correct, ça c'est objectif. Donc, je ne suis pas dogmatique. Mais le reste, oui. Et c'est tout. Et en laissant le management aux partenaires étrangers? Et le management, je vous le dis, quel que soit le management, il est bon ou il n'est pas bon. Le problème, c'est que moi, actionnaire, est-ce que j'ai les moyens de jouer mon rôle d'actionnaire et de faire en sorte de défendre mes intérêts d'actionnaire? Si je suis actionnaire, c'est pour gagner de l'argent et pour aussi faire du développement. Si je suis capable, sinon je me retire et je laisse un autre investisseur venir prendre ma place. Je pose une question sur le FNI qui est en train de devenir un acteur dans le secteur, qui va devenir aussi un acteur dans le secteur industriel, puisqu'il est engagé à Oran avec SNVI, le Fonds national d'investissement. Oui. Est-ce que vous pensez, alors vous dites que l'actionnaire doit jouer son rôle d'actionnaire, si c'est le FNI qui est de plus en plus, on va dire, le porteur, le véhicule de l'actionnariat public, oui. Est-ce qu'il y a plus de chances qu'il défende mieux ses intérêts? Si on le laisse défendre ses intérêts, si le système partisan, le système de la Chipa ne fonctionne pas, on le laisse travailler correctement dans la transparence, eh bien, il défendra ses intérêts d'actionnaire. Mais si la corruption, d'une manière ou d'une autre, continue, il faut appeler les choses par leur nom. Il ne pourra pas, parce que nous, le FNI, on a appelé à ce qu'il y ait un fonds d'investissement. On a appelé, parce que ça fait 20 ans qu'on dit qu'il faut aller faire ses courses à l'étranger avec les crises. Heureusement, lorsque General Motors en 2008 était au plus bas, on a dit, au lieu d'investir 2 milliards de dollars dans une usine automobile, je vais acheter pour 2 milliards d'actions dans General Motors. J'aurais eu 15 à 17%. Je serais actionnaire prépondérant. Et je sais que General Motors, tous, l'Amérique a la grippe. Donc, le gouvernement ne laisserait jamais. Aujourd'hui, le gouvernement américain a renfloué General Motors et redémarre, elle gagne de l'argent. Mais moi, j'aurais eu actionnaire General Motors. J'aurais eu des usines de montage de camions, d'engins, de voitures, de camions, de moteurs, de boîtes de vitesse, toute l'industrie mécanique. Et la première industrie mécanique en termes de technologie dans le monde, c'est l'américaine. Il ne faut pas se faire d'illusions. On a fait toutes les études, ils sont toujours en avance. Monsieur Amrani, justement, alors, dans le domaine d'industrie mécanique, on a signé 2 ou 3 accords de partenariat, justement, importants, avec des champions américains, justement. Vous connaissez bien aussi le domaine de l'industrie mécanique, avec Massey Ferguson, apparemment, avec General Electric récemment. C'est des bons accords, ça? C'est des accords L'accord avec General Electric est excellent. Nous, on avait déjà signé un tel accord en 1975 avec General Electric pour fabriquer les turbines à gaz et tout. Et à l'époque, on nous l'a bloqué pour des raisons que je n'ai jamais comprises. Mais aujourd'hui, en quoi il est excellent? C'est-à-dire on a 13 à 14% minimum de croissance de notre production, de notre consommation d'électricité. Donc il faut que nous produisions l'électricité, il faut qu'on intègre tout le cycle de fabrication des équipements pour l'électricité. Il faut qu'on parle du bouton pour l'interrupteur à la maison jusqu'à la centrale, toute la filière. Et puis il faut l'intégrer. Et donc, la turbine à gaz est un produit essentiel. L'alternateur est un produit essentiel. J'ai fait les études du CEMEL, complexe d'équipement mécanique et électrique lourd. On a négocié l'accord de technologie en 80 avec General Electric. Ils étaient prêts dès 1980 à réaliser avec C'était un bon accord en 1980. Aujourd'hui, il y a des spécialistes qui disent que c'est un mauvais accord parce qu'il va installer, tout comme vous le disiez tout à l'heure pour le rang à béton, dans la filière de la sidérurgie, il risque d'installer des capacités excédentaires parce que nous n'avons pas assez de gaz pour faire tourner toutes les turbines que nous allons produire. Je ne sais pas. Ça pose le problème du modèle de production et de consommation. Non, je ne suis pas vraiment aussi... J'ai discuté avec Bouterfa de l'accord, parce que je lui ai parlé de l'ancien accord et du nouvel accord. Bien, j'ai vu que M. Bouterfa est un monsieur qui maîtrise bien la chose. Il a la même éducation économique et industrielle que notre génération. 13% de croissance de la consommation électrique est déjà un chiffre qui est contesté par des spécialistes qui disent que c'est de la surconsommation, qu'il faut au contraire tendre vers au moins la moitié de cette croissance. Mais ça, c'est un autre débat. Je voulais vous poser une question, vous qui maîtrisez chacune des filières. Monsieur Benachnou nous a déclaré, M. Abdelatif Benachnou, ancien ministre des Finances,
nous a déclaré en marge de l'émission qu'on a eue ici avec lui qu'il déplorait beaucoup, justement parce qu'on faisait la critique des IDE, quels sont les bons IDE et les moins bons en Algérie, lui étant comme un partisan de la venue du capital étranger en Algérie pour aider à la croissance et au développement. Il a cité le ciment. Il a cité le ciment et il a dit c'est pas normal que l'Algérie ait le coût du ciment le plus élevé du bassin méditerranéen alors que nous avons le numéro 1 mondial en Algérie, Lafarge. Il a fait porter la responsabilité à Lafarge en disant que Lafarge est compétitif, mais il s'aligne sur les coûts de production de JICA, l'acteur public, qui sont eux très élevés. Il dit ça sert à rien de ramener un champion mondial si il s'aligne sur le dernier de la classe. Non, là, il faut analyser la structure des prix des uns et des autres. C'est le travail des impôts, de l'administration fiscale. Hein. La structure des prix, JICA, ces usines, ils les maîtrisent bien. Même les anciennes usines, il les a bien maîtrisées. Dès qu'ils sont passés au process control. Il est obligé de donner Meftah en management à Lafarge. Mais c'est une bêtise, parce que Meftah est une ancienne usine. C'est la première usine, Meftah, n'oubliez pas, elle était basée sur des technologies assez obsolètes. Il fallait transformer tout ce qui était électromécanique en process control pour éviter, donc c'était problème. Mais JICA maîtrise ces usines. JICA a amorti ces usines. Donc si on prend la structure des prix, on voit que JICA doit se sucrer énormément sur la base du marché intérieur. Dès qu'on a libéré les prix, il s'est aligné sur le marché parallèle en termes de pénurie, ce qui est anormal. Il n'y a pas d'instrument de régulation, l'organe de contrôle ou de la concurrence ne fonctionne pas. Résultat, c'est l'État qui est fautif, c'est pas les industriels. Le marché, il se sucre. Et que peut faire le régulateur dans ce cas? Le régulateur, moi, immédiatement, à ce moment-là, cher ami, moi, je suis citoyen. L'État, je te donne un prix de l'énergie à un coût subventionné. En retour, tu me donnes le ciment à un prix réel, un prix où le citoyen ou le constructeur ou l'État constructeur, parce que c'est le premier client de ton ciment dans les grands ouvrages, il faut qu'il ait ce... Donc encadrer le prix à la sortie. Heureusement. Il faut l'encadrer, vous êtes oui, dès le moment où je lui donne une énergie, parce que l'énergie, c'est 25 à 30% du coût de la tonne de ciment, le coût réel. Dès le moment où je lui donne une subvention, c'est l'argent des citoyens que je lui donne. Il faut qu'en retour, il me donne un prix réel. C'est ça la régulation. C'est un échange gagnant-gagnant. C'est pas un échange bureaucratique ou une dictature administrative. Mais dans un contexte d'offres insuffisantes, on ouvre la porte pour le marché parallèle. Si le prix est encadré. Dès le moment où on a lancé les investissements qu'il faut, on a lancé les investissements de valorisation, on a pu récupérer, donc réduire, mettre des filtres, récupérer toutes ces poussières, ça nous a augmenté de 20% la production de chaque four. Et lorsque les gens de Lafarge ont repris des usines toutes neuves et qu'ils gèrent, donc je ne vois pas pourquoi le prix ne doit pas être régulé. Le prix doit être régulé, même surtout en situation de pénurie. Dès le moment où l'État est le premier client, le premier donneur d'ordre pour le marché du ciment, et c'est lui qui donne l'énergie, il faut qu'il régule. Et il n'y a pas de mal à ça, il n'y a pas de honte. C'est pas dans les économies libérales, on régule aussi. C'est la première des règles. Monsieur Reda Amrani, on arrive sur la fin de cette émission. On aurait souhaité quand même citer avec vous, parce qu'on est parti de l'organisation du secteur public marchand, de l'industrie. Est-ce que vous pensez qu'il y a un modèle d'entreprise publique qui peut, un peu comme Renault, on s'entend en France, entreprise publique qui est très compétitif dans le domaine de l'automobile, qui peut devenir un modèle d'efficacité managériale tout en ayant comme actionnaire principal l'État? Dès le moment où on revient aux règles de base de l'économie. Auquel on n'est jamais revenu. Pour dire on revient, il faudrait qu'on les ait pratiquées déjà un jour. C'est ce que je vous dis. Dès le moment où on met en place les règles, que l'État soit actionnaire et qu'il estime qu'il doit être actionnaire dans telle ou telle activité parce qu'il n'a pas d'autres investisseurs, par exemple, ou parce qu'il est le seul sur le marché, où l'État est capable de se comporter comme actionnaire. Allah, sinon il doit se retirer. Et il y a la bourse, il n'a qu'à vendre ses actions à la bourse, il y a des preneurs. Donc l'État n'est pas obligé d'être l'entreprise publique, n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, si l'État reste actionnaire, c'est parce qu'il n'y a pas d'autres gros investisseurs. Et après, c'est content, on peut pas dire que peut-être que c'est peut-être ça là. Je vous ai dit tout à l'heure, j'aurais aimé qu'il y ait des dizaines de Cévital et de Ali Haddad. Et je dois les encourager, quelles que soient les manières. Moi, gouvernement, j'encouragerai ces gens-là.
Et je ne dirais pas que c'est le système partisan. J'encouragerais. Et vous oubliez la fameuse phrase de Guizot, Français, enrichissez-vous. Reprise par Deng Xiaoping. Tout le monde l'a reprise. Donc, vous êtes économiste, vous le connaissez. Donc, voilà, la question que vous ne m'avez pas posée, je l'attendais. Comment se fait-il qu'on relance l'investissement productif dans mon pays et qu'on ne maîtrise pas la valeur du dinar? Dans toute économie, c'est la règle en économie. Quand on relance l'investissement productif, on mène une politique de stabilisation de la monnaie. Parce qui investit dans le productif, investit sur des ressources longues, est obligé d'aller au financement bancaire. Alors, stabilisation, vous entendez quoi ? 5-10 ans. Quand je vois que le dinar dérive de 19% en une année, et que le ministre des Finances dit qu'il n'y a pas de dévaluation, on détruit l'investissement, on permet la spéculation, on encourage le conteneur. Et troisièmement, sur le plan... Non, on n'encourage pas le conteneur. Si, le conteneur, pourquoi? C'est justement fait pour la dévaluation du dinar, c'est pour renchérir les importations. Mais lui surfacture. Il est en train de transférer des ressources. Il transfère systématiquement des ressources. Il a oublié d'être bête, l'importateur. Et troisièmement, sur le plan de la social, de la société, on s'appauvrit encore. On perd toutes nos expertises. Tout expert, toute compétence algérienne se trouve à 1 heure ou 2 heures d'un salaire 8 à 10 fois. Quand vous lui faites perdre un professeur d'université, un grand ingénieur de son atraque, un chef de service dans un hôpital, vous lui faites perdre 19% de son pouvoir d'achat qui est déjà bas par rapport à ce qu'il peut toucher ailleurs. Et quand vous faites ça, et que les gens... C'est un crime pour moi. Vous empêchez la production de développer, vous enrichissez l'importateur et vous appauvrissez de façon définitive l'Algérie en matière grise. Et pour ça, vous savez pourquoi? Parce que la gestion budgétaire de notre pays est archaïque. L'année dernière, le dollar était à 80 dinars. Cette année, il est toujours à 80 dinars. Je ne sais pas pourquoi vous me dites qu'il a perdu 19%. Je ne vois pas de quelle dévaluation vous parlez. Sur le marché parallèle, peut-être, mais pas au taux officiel. Le taux officiel, il est soutenu par l'État. Non, il n'était pas. Il a baissé. Le dollar a baissé. Le dinar a baissé par rapport au dollar. J'en sais que si. Vous savez pourquoi je le sais? Ouais. Sur le marché parallèle, oui. Nuance Club. Quand on paye notre cotisation, on la paye sur la valeur du dollar. La cotisation qui reste en Algérie. Bien, on payait sur une base de 65 $, ou quelque 75, et aujourd'hui, je crois que c'est 84. 83 ou 84. L'euro a perdu 19,5% de sa valeur. Et toutes nos imports, on vend en dollars et on achète en euros. Il n'a pas perdu 19,5%, il était à 86 l'année dernière. C'est pas moi qui l'ai calculé. Il était à 106 l'année dernière. C'est pas moi qui l'ai calculé. Un dernier mot, un pronostic sur les exportations hors hydrocarbures. Vous pensez que le secteur public industriel peut y contribuer? Vous savez, c'est des niches sur lesquelles on peut s'installer. Le principal marché sur lequel on doit avoir une stratégie d'exportation, c'est le marché européen qui est en face. Quand on saura exporter, parce que l'exportation, c'est tout un circuit, c'est tout un process, c'est de la logistique, c'est de l'organisation, c'est de la qualité de produit, c'est de la compétitivité. Lorsqu'on saura exporter un produit, même technologie, 1 ou 2 ou 3 sur une échelle de 6 au niveau de l'ONUDI, quand on pourra exporter ces produits-là en Europe, on pourra les exporter dans toute l'Afrique, en Amérique latine ou en Asie. Mais il faut se donner comme objectif, à partir des directives, des structures européennes et de l'accord de libre-échange, stratégie, le marché européen. C'est le premier marché importateur et c'est le premier marché exportateur. Et il est à ma porte. Donc, si j'ai une stratégie, c'est vers ce marché que je m'organise. Et Rome ne s'est pas faite en un jour, je démarre. Et je commence, mais je ne reste pas les yeux figés quand j'arrive pas ou je ne fais pas ça. Il faut viser ça et on a toujours dit, une politique de substitution à l'import et d'exportation. On ne va pas exporter 30 à 40% de notre production, on va commencer par 5, 6, 7%. Et je vous dis, dans les technologies, 1, 2, 3, puis après, je passerai à la 4 ou un jour à la 5. Voilà, mais il faut y aller.
Mais encore faut-il qu'il y ait une politique et des structures, il y a des métiers, il y a de l'organisation, il y a des compétences à mettre en place. Mais c'est des choses rentables, c'est des investissements en organisation immatérielle, des investissements matériels et en formation qui sont rentables. Et ils sont incontournables à l'avenir. Monsieur Reda Amrani, merci beaucoup d'avoir été l'invité du direct ce mardi matin.